Bonjour à toutes et à tous. Les phénomènes paranormaux seraient la manifestation d'entités d'une autre dimension interagissant sur notre monde de matière 3D. Pourtant, en France, un cas peu connu du grand public bouscule nos convictions les plus profondes et nos croyances les plus tenaces. Jimmy Guilleux, auteur de romans de science-fiction à succès des années 50 et ufologue de renom, s'est penché sur le cas étrange dont je vais vous parler. Les extraits d'ailleurs d'interviews que vous allez voir sont tirés de l'une de ses émissions s'appelant Les Portes du Futur. Alors, êtes-vous prêt à remettre en cause ce que vous pensiez savoir et à accepter l'invraisemblable? L'extraordinaire histoire de Jean-Claude Pantel ne vous laissera certainement pas indifférent. Jean-Claude Pantel est né à Alger en 1948. Enfant abandonné, il fut adopté à l'âge de 6 mois par monsieur et madame Pantel. En 1961, en pleine guerre d'Algérie, les Pantel décident de rejoindre la France et de s'installer à Toulon. En 1967, Jean-Claude réussit le concours d'entrée de la Sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et intègre l'antenne de Marseille. Juillet 1967, Jean-Claude Pantel et 3 de ses amis pratiquent leur sport favori, l'athlétisme, au stade Delors de Marseille. Épuisés par leur tour de piste, ils se préparent à rejoindre leurs logements respectifs. Soudain, l'un des amis de Jean-Claude reçoit une pierre, grosse comme le poing, sur la jambe. Les jeunes gens, interloqués, en concluent rapidement qu'ils se font agresser par quelques mauvais plaisantins. Aussitôt, les 4 amis se séparent et recherchent activement dans les allées bordant le stade les auteurs de cette agression. Rien. Personne. Pire, ils essuient de nouveau un jet de pierre et le lanceur reste introuvable. Nous pratiquions l'athlétisme, entre autres. On a commencé à recevoir des pierres d'un volume assez imposant, d'un poids aussi, évidemment, assez imposant. Et pratiquement, chaque soir que nous venions, par la suite, chaque soir où nous sommes venus, nous avons eu droit à des jets de pierres, des jets de tas d'objets même. Perturbé par cet incident, chacun regagna son domicile sans trop comprendre ce qu'il venait de leur arriver. Quelques semaines plus tard, le groupe d'amis, au terme d'un nouvel entraînement au stade Delors, eut la mauvaise surprise d'être de nouveau pris pour cible par des jets de pierre. Excédés, les jeunes gens cherchèrent une nouvelle fois, sans succès, le ou les auteurs de cette mauvaise plaisanterie. Je me rappelle, j'ai eu très peur une des premières fois où on a reçu ces pierres, puisque les pierres, on aurait dit qu'elles étaient téléguidées, quoi. Alors on avait très peur. On pensait que c'était des gens qui nous lançaient des pierres de derrière. Et je faisais le slalom entre ces voitures pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui nous les tirait de derrière ces voitures. Mais il n'y avait personne qui visiblement nous les tirait. Après une dizaine de jours sans incident, les hostilités reprennent. À la sortie du stade, ils reçoivent des jets de pierre de différentes tailles et des jets de bouteilles. Et l'auteur reste désespérément invisible. Tout cela devenait très, très inquiétant. Mais ce n'est pas tout. Le plaisantin s'acharnait sur eux, sur leur lieu de travail, à la sécurité sociale, en jetant par une fenêtre ouverte des pierres et des pièces de monnaie. Mais le plus étrange et inquiétant étaient ces objets qui se déplaçaient seuls ou flottaient dans les airs. Dans l'un de ces centres, donc, tu as vécu, comme dans beaucoup d'autres, des événements qu'on peut qualifier de paranormaux. Et
en particulier une histoire d'archives? Il y avait des archives en dessous. J'ai descendu avec des camarades pour prendre un dossier. Arrivé dans les travées, les dossiers sont sortis et sont descendus à la verticale, donc sans s'éparpiller. Ils sont restés sur le sol dans la position où on n'aurait pas pu les laisser en les posant avec une main humaine, je dirais. Dans un service où nous travaillons tous les deux, j'ai vu une fois un porte-tampon avec de nombreux tampons. D'abord, il est parti à une vitesse assez conséquente. Il a fait tout le tour on avait une table avec une banque où on donnait les imprimés. Enfin, hop, il est allé d'un côté à l'autre, mais c'était très long, ça faisait 10-15 mètres de long. Bon, et arrivé de l'autre côté, et il s'est défait complètement. Il s'est défait, il était en 3 parties, il s'est dévissé, et les tampons sont montés un peu de partout, dans l'air et tout. Puis alors, ce qui était assez surprenant, et même à la limite un peu terrifiant, c'était les plaques d'égout. Il n'y en a pas eu tellement, mais il y en a eu quand même plusieurs. À plusieurs reprises, on a vu des plaques d'égout s'envoler et se poser doucement par terre. On atteint le bus, hein, et puis Jean-Claude se tourne d'un coup, il me dit regarde, regarde, et puis il plaque sa main sur la petite bordure du mur, et hop, il plaque la plaque d'égout, la plaque d'eau. Voilà. Et à ce moment-là, il passe un clochard qui nous dit si vous arrivez des trucs comme ça, c'est pas la peine d'aller au cirque à Mars. Qu'est-ce que c'est qui vient de se matérialiser? Je sais pas. C'est venu de derrière, là. C'est passé derrière le meuble. Elle est dessous, là. Elle est dessous. Nous avons été interrompus dans notre conversation, Jacques, par la matérialisation en dehors du champ de la caméra de cette petite boîte de double concentré de tomates. Voilà. Qui est passée derrière Jean-Claude, derrière Olivier Sanguy qui est en train de nous filmer, qui a roulé sous le meuble. Mais, ça fait beaucoup de choses. Hein. Celle-ci s'était matérialisée au-dessus de la sacoche de mon appareil photographique. Vous l'avez vu et entendu, ces manifestations sont des plus étranges et impressionnantes. Et même durant son reportage, Jimmy Guilleux témoigne de l'apparition d'objets divers et variés. Voilà plus d'un mois que les jeunes gens subissent ces étranges agressions. Et une évidence s'impose alors à eux. Ces événements n'apparaissent que lorsqu'ils sont en groupe, avec Jean-Claude Pantel, jamais sans lui. Et ce n'était que le début, car s'enchaîna dans les semaines et les mois qui suivent toute une série d'incidents atteignant des sommets dans le domaine de l'étrange et du surnaturel. Après tout de même quelques mois d'accalmie, les affaires reprennent avec leur lot de pluies de pierres, d'ampoules, de bouteilles et de pièces de monnaie, la routine quoi. Les phénomènes paranormaux ponctuaient le quotidien de Jean-Claude Pantel, et celui que je vais vous raconter était des plus sordides. En pleine rue, une orange volante se pose devant lui. Et à l'intérieur de celle-ci se trouvait une coupure de journal. L'article y figurant indiquait un événement ayant eu lieu quelques mois plus tôt. Un massacre sur les animaux du zoo de Marseille, zoo qui n'existe plus à ce jour. De nombreux animaux subirent des atrocités, d'une incroyable cruauté. Jugez plutôt, des chimpanzés avaient eu une perforation de l'estomac après avoir avalé, entre guillemets, des lames de rasoir. Des dauphins et des otaries s'étaient étouffés en avalant des billes d'acier. Des crocodiles ont eu la tête écrasée par d'énormes pierres, ou encore un dromadaire eut l'œil crevé par un jet de pierre. Ces faits terrifiants étaient attribués à l'époque à des voyous n'ayant aucun respect pour le règne animal. Cependant, le fait de recevoir ces articles de journaux d'une façon si peu banale laissait penser que de mystérieux personnages souhaitaient dire à Jean-Claude Pantel « Regarde ce que nous sommes capables de faire ».
Quelques mois plus tard, Jean-Claude Pantel passe la soirée avec quelques amis qui souhaitent, qui espèrent, assister à quelques phénomènes paranormaux. Ils ne vont pas être déçus. Ce soir-là, la puissance des manifestations fut considérable. Voici quelques témoignages. Bon, mais autour de nous, il y avait le calme total. C'est à ce moment-là que les premiers événements qui se sont produits ont été des souffles énormes qui arrivaient de tous côtés, qui attiraient notre regard et puis nous vraiment créaient une espèce d'inquiétude chez nous. Cette fameuse porte, en fait, était une porte qui était dans un couloir à l'entrée et qui, voilà, c'est le placard, hein, la porte d'un placard, mais qui jouxtait quand même la pièce principale. Et il y a un moment où j'étais pas très loin de cette porte du placard, je la vois et elle n'était pas ouverte. Je la vois sortir de ses gonds. Or, on sait que pour qu'une porte sorte de ses gonds, il faut complètement l'ouvrir pour que le débattement puisse permettre justement le fait qu'elle se dégongue. Bon. Et puis, là, la porte était sortie, et puis elle commençait à tressauter, à bouger. Je me suis dit, mais si jamais cette porte se met à tournoyer dans la pièce, nous étions quand même quelques-uns, ça risque d'être assez sanglant. Ben, c'est assez impressionnant parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas maîtriser l'objet, on ne sait pas quelle direction il va prendre. C'est violent, c'est très violent. On ne sait pas comment conjuguer nos forces de façon à limiter le mouvement de l'objet, en l'occurrence de la porte. Et alors on subit plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire, disons qu'on est accroché à la porte, si à la limite la porte s'envolait, je crois qu'on s'envolerait avec parce qu'on n'a pas la force, de la maintenir. On est tous après agglutinés sur cette porte qui nous bouge, mais alors qui nous bouge de manière considérable. On n'arrivait pas à la tenir. Quelques années plus tard, lors du reportage de Jimmy Guilleux sur le cas Jean-Claude Pantel, une porte sortit également de ses gonds. Robert Rebattu, vous êtes un ami et un confrère de travail de Jean-Claude Pantel. Tout à l'heure, quand nous sommes arrivés chez vous, nous sommes sortis de l'ascenseur et nous avons entendu un fracas épouvantable. Et moi, bêtement, je me dis, tiens, c'est le courant d'air qui a fermé la porte. Puis je me réalisais que le courant d'air de l'ascenseur, il y en a très peu. Et c'était une porte massive qui était littéralement sortie de ses gonds, mais sans avoir été ouverte. Elle s'est en quelque sorte dématérialisée de ses gonds, etc. Et nous avons eu du mal à la... Ouais, elle était lourde. Hein, puisque vous étiez plusieurs, 3 au moins, à essayer de la mettre dans ses gonds. C'est bon. Allez, pour lâcher. Moi j'ai lâché. Voilà. Une autre fois, l'un des amis de Jean-Claude Pantel fut le spectateur d'un autre événement incroyable. C'était en été 74, un soir que j'étais allé chez lui, seul, avec lui. Au Chartreux, donc. Au Chartreux, oui, rue Albe. Et en rentrant chez lui, il est parti très fort, il est parti dans son salon, en l'air, au plafond. Il s'est envolé en quelque sorte en lévitation. J'ai essayé de le rattraper, mais j'ai pas pu. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré, il a dû rester 1 minute à peu près, même pas 40 secondes. Et après, il est retombé assis sur son fauteuil. Pour les témoins de ces phénomènes, le doute n'est plus permis. Il ne s'agissait pas de trucage, et Jean-Claude Pantel n'en était pas à l'origine. Il était d'ailleurs tout aussi effrayé que ses amis présents. On pourrait penser à ce stade de l'histoire que tous ces événements étaient dus à des esprits frappeurs. Cela ressemblait beaucoup à une forme de poltergeist, à la manifestation surnaturelle de fantômes ou d'esprits quelconques. Eh bien, peut-être pas. Fin 1967, Jean-Claude Pantel se rend à la gare Saint-Charles de Marseille pour prendre un train qui le ramènera à Toulon. Lorsque devant ses yeux, ébahi, une pomme, défiant la gravité, se posa en haut des marches. Et une sorte de capsule, de canette était insérée dans le fruit. Et en décapsulant la pomme, Jean-Claude Pantel en retire un mot sur lequel était écrit « Rendez-vous à la gare ». En attendant son train, il fut abordé par 3 individus
dont voici la description de cette rencontre sous hypnose régressive. J'ai encore une pomme qui tourne. Non, c'est une orange peut-être. C'est une pomme, une orange. C'est là que ça se manifeste, qu'il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule, ou quelqu'un que j'aperçois à ma gauche ou à ma droite, je ne me rappelle pas. Et on me touche, ça c'est sûr qu'on me touche. Il y en a un qui est derrière moi, il y a une personne derrière moi, il y a une personne de chaque côté, une personne derrière moi. Avec un chat. Avec un chat. Un chat. Un chat au bras. Ils me disent on vous suivra partout. Et moi, je crois que je me rebelle pas, mais je me laisse pas faire. Je dis que j'ai pas peur, alors que j'ai peur. J'ai peur. Je crois que je me laisse pas faire. C'est certain que je me laisse pas faire. Disons que j'essaie de rejeter ce qu'ils me disent, mais ils me disent de toute façon, vous pouvez rien contre nous, nous ne vous voulons pas de mal. Il ne faut pas craindre quelqu'un qui est plus fort que vous. Et je crois que je leur dis, vous n'êtes pas plus fort que moi. On mettra le temps qu'il faudra, mais on arrivera à vous confondre. On a porté plainte à la police, voilà, je répète, on a porté plainte à la police. Et ils me disent que la police ne peut rien. Personne ne peut rien. Une nouvelle rencontre eut lieu avec ces mystérieux personnages à Lyon. Cette fois, Jean-Claude Pantel se retrouva dans un état second à l'arrière d'une voiture. C'est une SM Maserati. C'est une grosse voiture, ça se fait plus, mais il y a 4 portes. Alors que cette voiture-là avait que 2 portes. Et il n'y a pas de plancher. Il n'y a pas de plancher, on tourne. Ça tourne sur place. Mais quand on veut tourner, c'est-à-dire qu'on peut faire demi-tour sur place, ça me frappe, ça. On peut repartir en marche arrière tout aussi vite, d'ailleurs. C'est curieux. Il me parle. Alors, qui sont ces gens? Sont-ils à l'origine des phénomènes paranormaux? Pourquoi s'acharner sur ce pauvre Jean-Claude Pantel? Quel est le but de tout ça? Lui faire peur? Le manipuler? La suite des événements est encore plus étrange. Accrochez-vous. Un soir, Jean-Claude Pantel buvait un verre à la terrasse d'un café avec quelques amis quand... Subitement, la table a commencé d'une manière verticale à quitter le sol pour rejoindre en fait le ciel à la hauteur de notre nez, à tellement la hauteur de notre nez que le fameux garçon qui avait un casque s'est pris la table sur le nez, a commencé à saigner du nez, le pied de la table sur le nez, saigner du nez, et la chose fabuleuse, fantastique, c'est qu'aucun des verres sur la table n'est tombé. Aucun des verres ne s'est renversé. Cette table a simplement bougé dans tous les sens, allait taper l'un, taper l'autre, etc. Et tu es arrivé au moment où nous étions debout, prêts à partir, et à raconter. Et là, nous avons continué sur le Prado, et c'est là où, assis sur les bancs, nous avons reçu les lames de rasoir, on a traversé le Prado, les bancs qui se ramollissaient, enfin bref... Et cela continue. Quand Jean-Claude Pantel se trouve à un endroit, il est systématiquement accompagné par des phénomènes paranormaux, relativement impressionnants. Un soir, il est invité avec son épouse à dîner chez une amie et celle-ci témoigne. Déjà, quand Jean-Claude est rentré, je ne sais pas si c'est ce soir-là, mais je sais que sa femme était en premier. J'ai ouvert la porte, il y avait sa femme, Jean-Claude derrière, et les lampes ont éclaté dans le couloir. Après, pendant le repas, il y a eu des tas de trucs, des objets qui volaient, qui tapaient sur les vitres, sans les casser, avec un bruit fracassant, mais il n'y a jamais eu de vitres de cassées. Jean-Claude Pantel et son épouse sont hébergés provisoirement pendant 3 mois chez un ami, à Marseille. En plus des manifestations habituelles accompagnant Jean-Claude, des sons d'outre-tombe commencent à se faire entendre dans l'appartement. Les premiers sons qui ont été émis sont des sons qui parvenaient à la fin des manifestations. C'est-à-dire que vers 3 heures du matin, on entendait un cri épouvantable, terrifiant comme quelqu'un qu'on égorgerait. C'était à la limite de dire diabolique. C'était complètement fou. Et c'était à frayeur. C'était vécu à frayeur. Et nous étions, heureusement, les seuls à l'entendre. Puis, une forme de contact se créa avec ces entités invisibles. Et
y avait une penderie au fond de la pièce. Et Lucette voit la poignée de la penderie s'actionner, bouger donc, et s'entrouvrir. La porte s'entrouvrir. Et elle a l'idée à ce moment-là, qu'on peut qualifier de génial, je crois, c'est d'apporter des amandes. Dire, ben, on a des amandes, on va partager les amandes avec... nos visiteurs, entre guillemets. Voilà. Et alors on a mis ces amandes dans la penderie, on a refermé la porte et tous les trois nous sommes retournés dans la cuisine pour parler, faire ce qu'on faisait. Et c'est là qu'on a entendu craquer, comme si on était quelqu'un qui décortiquait les amandes. Et on a été surpris, on est allé voir dans cette penderie de suite et on a constaté que les amandes avaient été mangées. Ces entités d'une autre dimension s'expriment enfin, et ces voix sont entendues par de nombreux témoins. Et un soir, donc, vers 11h du soir, nous sommes réveillés par un cri strident, semble-t-il associable au cri d'un merle. Et Antoine Divinza va aux toilettes et se sent agrippé, suivi par cette espèce d'oiseau. Hein, on lui dit d'ailleurs que c'est un oiseau qui vous surveille, n'ayez aucune crainte. J'ai senti moi-même, devant l'évier de la maison, une griffe se poser sur mon épaule et je suis resté un peu figé comme ça. Ma mère était là. Commençait à avoir son foulure traditionnel et nous avons entendu des voix en disant il faut que vous partiez tout de suite de la maison parce que nous allons être obligés de vous envoyer des vapeurs chaudes. Laissez votre chien, il ne risque absolument rien, mais vous sortez. Nous sommes en conflit avec des habitants de notre planète, notre endroit, en quelque sorte, pas le mot planète n'a pas été employé, des gens comme nous, hein. Vous n'y êtes absolument pour rien, nous avons un compte à régler, ce compte va être très violent, et dans notre civilisation, les gens qui sont négatifs s'autodétruisent en quelque sorte d'eux-mêmes, et nous avons là quelques comptes à régler, fuyez pour l'instant et partez tel que vous êtes. Ma mère sort sur le palier, il était quand même 11h30, minuit moins le quart, sur le palier de la porte, nous descendons les escaliers en courant, chacun avec sa guenille, et ma mère a été entièrement habillée, c'est-à-dire par des mains invisibles qui l'ont respectée, qui l'ont assise sur l'escalier, qui lui ont mis ses chaussures, qui lui ont mis sa robe, qui lui faisaient des chatouilles, la faisaient rire, qui disait à ce moment-là « Ne vous inquiétez pas, laissez le chien, fermez la porte, vous retrouverez tout normalement en rentrant, etc. » On s'est retrouvés en voiture, nous avons pris la route de la plage, et sur la plage, nous sommes arrêtés. Antoine avait une guitare, et dans la voiture, nous sommes arrêtés là pour souffler un moment, pour calmer notre peur, et nous avons assisté à un spectacle absolument extraordinaire de beauté, où nous avons vu une barque qui allait à contresens du courant de la mer, et sous les vagues, il y avait des flammes qui passaient. Et Jean-Claude s'est mis à parler une autre langue, et à dire au revoir à ces gens sur la barque que nous ne voyions pas, mais que lui seul percevait. Oui, vous avez bien entendu. Le phénomène dépasse à présent la simple manifestation paranormale. Il s'agirait d'une civilisation qui pourrait interagir avec notre monde. Alors, pourquoi toutes ces manifestations, parfois violentes et toujours impressionnantes? Quel est le but de tout ça? Eh bien, Jean-Claude Pantel eut l'explication un peu plus tard. J'étais pas du tout prédisposé à embrasser la thèse des phénomènes paranormaux, toutes sortes de science-fiction, dont on nous a breuvé dans des magazines. Pas que je les rejetais, mais ça ne m'intéressait pas. Et à la limite, je les aurais rejetés si on m'avait demandé mon avis. Donc, il était obligé que je passe par ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui une initiation, par un crescendo. Alors, ces voix très étranges qui se font entendre, Jimmy Guilleux lui-même les a entendues. Et ces voix donnent des ordres. C'est-à-dire elles sont manifestées à travers des ordres. C'était des ordres. On nous donnait aller là, aller à droite, aller à gauche. C'était une époque où on travaillait à la sécurité sociale, où on nous réveillait le matin. C'est assez, si on peut appeler ça une initiation, elle était assez violente. Il y avait le lit qui se levait. Là, il n'y avait que Lucette et moi, pour ainsi dire. Et on partait pratiquement 5 minutes avant d'arriver au travail, sachant qu'à pied, il y avait 20 minutes de marche. On arrivait à l'heure, voire en avance.
Mais alors on faisait une incursion dans ce que tu appelles peut-être l'espace-temps, tu as une dimension qui n'était pas la nôtre évidemment. Et il y avait ce qu'on peut qualifier d'un assistanat à l'époque total, c'est-à-dire les voix étaient là pour nous donner des ordres, mais en même temps on se sentait protégé sur plusieurs plans. Ces entités auraient donc la possibilité de jouer avec l'espace-temps. Et l'histoire de Jean-Claude Pantel prend alors une nouvelle tournure, quand ces entités déclinent leur identité, et que de nombreux messages philosophiques lui sont délivrés. Les personnes que j'avais rencontrées, dont nous avons parlé aux abords de la gare Saint-Charles à Marseille, n'étaient pas de la même, je dirais, engeance que ces entités-là. Et ça a été d'abord des voix, qui étaient plus ou moins des voix qui donnaient des ordres. Et puis on a commencé à instaurer une forme de dialogue. On a posé des questions, on a eu des réponses. Et pour mettre, disons, une identité sur ces voix, ils nous ont donné des noms. Alors le principal personnage, je vais parler au féminin, hein, bien qu'il n'y ait pas de, à mon avis, qu'il n'y ait pas de sexe hein, dans ces entités, serait Karzenstein. Hein. Nous avons eu affaire donc au début à Vérove, qui semblait être un botaniste qui s'occupait de plantes. Hein, donc c'était à l'époque où j'habitais les Chartreux à Marseille. Il y avait Gigor, et puis il y a eu évidemment Rasmussen. Rasmussen qui est arrivé un jour en tant qu'envoyé du maître, on ne savait pas trop bien ce que c'était, et qui lui a donné, je peux dire, le maximum des messages qui sont contenus dans ce cahier, puisqu'on a tout retranscrit. En fait, Jean-Claude Pantel reçoit de très nombreux messages et dialogues avec ces entités depuis 1973, jusqu'à nos jours, en 2024. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces milliers de messages sur le site de Jean-Claude Pantel, jantel.org. Vous le retrouverez au-dessous de cette vidéo. Car oui, il est toujours vivant et est toujours en communication avec ces étranges entités. Mais ces textes philosophiques sont assez étonnants. Écoutez plutôt ce texte de juin 1976, délivré par l'entité Rasmussen. Je vous en lis un extrait. Il est évident que tout n'est pas faux en ces notions. Seulement, elles deviennent chez vous des valeurs de base. Donc des structures. Cela vous conduit à comparer, à trouver belles ou laides des formes qui, en les ondes qu'elles transmettent, vous font alimenter l'influence mimétique jusqu'à en faire des aptitudes, et par la suite un savoir, évidemment toujours figé en la densité structurelle de votre cogito. Lequel cogito va orienter ce que vous appelez le choix. La conduction de ce processus d'échange s'exerce en alternance et non en continuité. Pas évident ces textes, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu, hein, ces messages philosophiques ne sont pas à la portée de tous. Nous n'avons pas là des textes simples, allant à l'essentiel, comme pourraient l'être des messages des guides canalisés par des channels, par exemple. On pourrait se demander d'ailleurs, quel est l'intérêt pour ces entités de délivrer ces messages hautement philosophiques qu'une poignée d'érudits pourrait comprendre? Pour résumer, Jean-Claude Pantel eut à subir une forme d'initiation, en étant confronté à l'improbable, à des phénomènes paranormaux incroyables, pour l'amener, lui, le cartésien, à accepter, à admettre que le contact avec des êtres d'une autre dimension puisse réellement se concrétiser. Nous ne savons pas réellement qui ils sont, où ils sont, quel est l'intérêt de ce contact avec Jean-Claude Pantel et de tous ces textes si difficiles à comprendre. Pour ma part, je pense que la civilisation de ces entités est située sur une autre dimension, sur un autre espace-temps, ou dans un autre univers, et qu'ils ont envoyé sur Terre l'un des leurs, s'incarnant dans le corps de Jean-Claude Pantel. Ce serait comme une forme d'expérience scientifique mise en œuvre par une civilisation avancée. Jean-Claude Pantel n'est pas médium, ni channel. Il ne reçoit pas de messages, des guides ou d'entités angéliques. Depuis plus de 50 ans, il est le seul à recevoir ces mêmes messages, hautement philosophiques, semblant provenir de la même source. Vous l'avez vu,
Ce cas est très documenté avec de nombreux témoignages. Il serait dommage de les balayer d'un revers de main et de refuser de les entendre. Je vous invite à vous faire votre propre opinion sur le sujet. Jean-Claude Pantel raconte son aventure dans 2 livres, Les visiteurs de l'espace-temps, tomes 1 et 2, réédités en 2004. Alors ces livres n'ont pas vraiment eu de succès et ils sont aujourd'hui très rares à trouver. Jean-Claude Pantel n'a jamais eu aucun intérêt à inventer toute cette histoire. Il n'en a récolté aucune gloire, bien au contraire. Ce qui ne l'empêche pas aujourd'hui de continuer de diffuser les messages de ces étranges entités. Dites-moi dans les commentaires sous la vidéo ce que vous pensez de ce cas si étrange. Prenez soin de vous, à très bientôt.